C'est l'histoire d'un aveugle qui n'arrive pas à traverser parce que personne ne veut lui prendre le bras. C'est l'histoire d'un couple de personnes âgées qui craquent parce qu'ils doivent s'occuper seuls chez eux de leur enfant handicapé dont le foyer est fermé. C'est l'histoire d'un jeune autiste dont les repères sont bousculés parce que les consignes sanitaires empêchent le fonctionnement normal de son centre d'accueil. C'est l'histoire de ce travailleur handicapé, toujours au chômage technique car son entreprise a jugé qu'il était plus fragile et qu'il ne pouvait pas revenir travailler. C'est l'histoire de cette personne trisomique qui ne comprend pas pourquoi il ne peut plus recevoir sa famille dans sa chambre, ni pourquoi son ami est parti soudainement aux urgences. C'est l'histoire d'eux, c'est l'histoire d'eux, c'est l'histoire d'eux. Ces histoires sont vraies. Ces histoires sont nombreuses. On ne les a pas vraiment entendues, malgré les chaînes d'information qui tournent en boucle. Face à l'urgence, les normes sanitaires sont faites pour la majorité. Les personnes handicapées n'ont jamais représenté la majorité. Bref, ça questionne, handicapé et confiné, la double peine ? Une question qui en dit long sur notre capacité collective aujourd'hui à accueillir la différence et la fragilité. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour et bienvenue à vous, Philippe de la Chapelle. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Pour ceux qui ne connaissent pas cette belle association, quelle est sa mission en quelques mots ? C'est une fondation qui rejoint les personnes handicapées et leurs familles et qui, avec elles, essaye de répondre à la souffrance, on en a entendu quelques-unes ici, des personnes handicapées et de leurs familles beaucoup, alors par des moyens très divers, une revue Ombre et Lumière, un service écoute et conseil qui accompagne les personnes devant des questions qui n'ont pas de réponse, et donc on est là pour accompagner. Et puis beaucoup d'événements qui rassemblent qui les mamans, qui les papas, qui les frères et sœurs, tous ceux qui sont autour de la personne handicapée, qui souffrent mais dont on ne prend pas toujours bien soin. Et l'enjeu, c'est de leur permettre, en se retrouvant, de découvrir que le bonheur est possible avec ce frère, cet enfant tel qu'il est, ses grands-parents aussi qu'on rassemble. Voilà. Et aussi un accueil à Lourdes, tout particulièrement, l'évêque nous a confié le soin d'accueillir les personnes handicapées dans le sanctuaire. J'en laisse de côté en disant ça, mais l'essentiel est dit. L'idée phare, c'est vraiment de dire le handicap fait mal, ça fait mal, mais la personne est toujours beaucoup plus grande que son handicap, et si on se rassemble autour d'elle, on fait une société meilleure, une église plus évangélique. Alors la question est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui c'est difficile avec cette crise sanitaire depuis un an. Alors c'est difficile évidemment pour tout le monde. On a beaucoup entendu parler des personnes âgées, c'est normal, des malades, du personnel soignant, même des jeunes, avec les écoles qui ferment, qui ne ferment pas, des lycées, des étudiants, des pauvres, des sans-abri, mais très peu des personnes handicapées, qui représentent pourtant plus de 10 millions de personnes en France, françaises et français, qui souffrent d'un handicap physique, mental, sensoriel. Est-ce que ça vous choque qu'on ait si peu parlé de ces personnes qui sont en situation de handicap depuis un an ? Alors ça me choque, hélas, toujours, parce que c'est malheureusement pas nouveau. On en parle toujours sous forme d'événements, quand il y a un drame ou quelque chose qui fait qu'on met le phare sur les personnes handicapées, mais sinon, globalement, on n'en parle pas, sauf, encore une fois, par de telle loi ou autres, qui sont des bonnes choses, qui se passent dans la société, mais dans la vie courante, on n'en parle pas, alors même que vous l'avez dit, ça touche énormément de monde. En réalité, c'est pourtant, plus de 10% de la population. Ils paraissent invisibles. Mais c'est vrai que 80% de ces handicaps sont invisibles, que le propre du handicap invisible, c'est qu'on ne le voit pas, et d'ailleurs que ça nous arrange bien qu'on ne le voit pas, et souvent ces personnes vivent une sorte de double handicap. Un, ils portent un handicap, qui peut être une maladie invalidante, qui peut être une quelque chose, l'audition, et du manière, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas la voir, on ne veut pas faire, et du coup elles souffrent doublement. C'est non seulement ça impacte leur capacité, mais ça impacte aussi les relations sociales qu'elles peuvent avoir avec les uns les autres. Donc merci au jour du Seigneur de mettre le phare sur ces personnes qui ont tellement de talent par ailleurs, on en parlera. Et pendant cette crise sanitaire, ils souffrent plus que les autres ou pas, ou différemment c'est pour ça que la souffrance ne se compare pas, mais ce sont des personnes dont la vie galère plus. Dans la vie ordinaire est déjà un parcours du combattant. C'est un mot qu'ils utilisent très souvent, que j'entends très souvent dans le monde du handicap. Le parcours du combattant, la scolarité, c'est un parcours du combattant. La formation professionnelle, c'est un parcours. La profession, la vie sociale, tout est un parcours de combattant. Le transport, enfin, selon le type de handicap, très différemment. Parce qu'on a dit, ils sont extrêmement divers, mais il y a quelque chose du parcours du combattant dans leur vie, y compris la dimension administrative qui est terrible. Et donc, quand arrive le Covid, c'est encore plus un parcours du combattant. D'ailleurs, le président avait utilisé le mot guerre. C'est devenu un parcours de survivants. Ils ont eu à survivre, ces gens-là, dans un environnement qui a complètement basculé. Et là où jusqu'alors, dans ce parcours du combattant, ils arrivaient à s'en sortir, sauf quand il y avait un grain de sable, mais là, il n'y avait que des grains de sable. Tout s'est arrêté ou tout a été modifié. Et on l'a un peu entendu déjà. C'est ce qu'on entend dans l'éditorial avec plein de situations différentes. Plein. Et on pourra en ajouter sans arrêt. Mais c'était pas forcément pour tous et pas tous de la même manière, mais c'était vraiment un moment, et c'est encore un moment très, très difficile. Et je trouve que c'est bien qu'on regarde ça.
Alors, je vous propose, avant d'aller plus loin dans la discussion, d'aller sur le terrain tout de suite, voir comment ça se passe pour ces personnes handicapées. Nous allons aller dans une maison qui héberge des personnes en situation de handicap. Maison tenue par une association, le Grain de Blé, beau nom d'association. C'est dans la ville du Mans. Regardez comment les résidents vivent cette situation sanitaire depuis 1 an. Et puis on en parle juste après. L'association Le Grain de Blé au Mans héberge 10 personnes handicapées. Pour elles, les effets de la crise sanitaire se font sentir différemment. Ils s'ajoutent à leur souffrance. Salut Michel. Aujourd'hui, la quasi-totalité des activités ont lieu sur place. Patrick est atteint de troubles de la mémoire. La Covid le prive de lien avec le monde extérieur. Ça fait à peu près 8 mois que je n'ai pas revu ma famille. Même durant les fêtes, je les ai passées ici, à fin de compte. Depuis le début de la crise, Patrick n'a pas pu quitter son lieu de résidence. On est toujours un peu isolé. Bon, ça fait un peu un refermement sur soi-même. Ce qui nous manque le plus, c'est l'échange, c'est certain. À différents niveaux, l'échange, la communication, encore plus essentiels pour les personnes handicapées, sont mises à mal. Pourquoi toi, t'en as marre de voir les autres avec le masque? Qu'est-ce que ça change qu'ils aient le masque? Les sourires. Les sourires. Ça te manque, de plus voir les sourires des autres. Parce qu'en plus, toi, t'aimes bien faire des blagues. Le sourire, c'est le lien avec les autres. Et moi, des fois, je souffre parce que je leur fais des grands sourires derrière le masque. Et je suis pas sûre qu'ils le voient. Alors, je les fais encore plus grands pour qu'ils le voient jusque dans les yeux. Mais je pense que pour eux, effectivement, ça commence à être dur. Cet après-midi, en cuisine, c'est l'heure de préparer le repas. Caroline est atteinte d'un trouble intellectuel. Elle se fait habituellement une joie de concocter des plats pour les résidents et pour d'autres. D'habitude, il y a des bénévoles qui viennent manger avec nous et puis qui ne peuvent pas venir à cause du Covid et du virus. Il y a donc moins d'échanges possibles à la résidence, mais aussi en dehors. D'habitude, je faisais du dessin à art et couleur au Mans. Ça me permettait de me détendre et ça me déstressait. C'était sympa, quoi. On pouvait boire un petit coup de café ou quelque chose comme ça. Et puis, on pouvait discuter, c'était sympa. Aujourd'hui, tous ces petits moments d'évasion ont disparu. Ça met le moral à plat, quoi. On a un moral plutôt triste, quoi. C'est pas facile, quoi. La perte de relations, de liens à cause de la crise sanitaire est particulièrement dommageable pour les personnes handicapées. Et là, tu as intérêt de lancer fort. La construction du lien, elle est parfois plus difficile quand il y a la barrière du handicap. Et donc, ils sont obligés, et certains le savent depuis qu'ils sont tout petits, de faire plus d'efforts que les autres, d'être parfois aidés. Et nous, on est là pour ça. Par exemple, le fait que certains aient des activités à l'extérieur, ça a demandé des semaines, des mois, voire des années pour que certains osent, acceptent et qu'ils soient intégrés dans des lieux de vie ordinaires. Et tout à coup, clac, ça s'arrête. Quand tout s'est arrêté, la crise a aussi révélé les fragilités de tous, handicapés ou non. On est pareil. Par contre, eux, ils ont l'expérience de ça depuis très longtemps. Ils savent qu'ils ont des limites. Ils savent qu'ils sont empêchés de plein de choses. Par exemple, le fauteuil roulant en lui-même, pour certains, est une forme de confinement depuis la naissance. Eux, ils ont appris à composer avec cet empêchement de la vie, cette limitation de la vie, mais qui n'empêche pas d'être heureux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Au-delà du handicap, préserver le lien est donc un moyen pour tout un chacun de dépasser ses limites. Et voilà, merci à Jérôme Tournier pour ce beau reportage. Philippe de la Chapelle, c'est intéressant ce que dit le directeur de cette association. Ils savent qu'ils ont des limites. Oui, et il a utilisé le terme que j'ai entendu de beaucoup de personnes handicapées. En fait, vous êtes en train de vivre dans le confinement ce que nous vivons toute la vie. C'est-à-dire que le fauteuil roulant ou le handicap est une forme de confinement. Alors, en se rappelant que du coup, ils ont eu un double confinement, ces gens-là. Il l'a assez bien dit ici aussi. C'est-à-dire que beaucoup de choses se sont arrêtées dans la vie qui ont ajouté à la souffrance du premier confinement qu'est le handicap. Donc, effectivement, c'était une réalité douloureuse pour les personnes handicapées de vivre ça. Mais en même temps, et c'est peut-être, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'expérience que j'ai, c'est que cette expérience que nous faisons aujourd'hui de limite, celles qui vivent eux, qu'elle nous ouvrira demain à une autre façon de vivre. C'est-à-dire qu'ils nous ouvrent sur un moteur qu'on n'a pas, que eux ont, un moteur intérieur comme ça, qui fait qu'ils s'adaptent, ils connaissent la limite. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut nous dire à nous ?
Loïc l'a très bien dit, ça n'empêche pas d'être heureux, l'expérience de la limite. Alors, on sent très bien dans ce foyer, ce qui n'empêche pas d'être heureux, c'est c'est pas l'expérience de la limite, c'est le fait d'être ensemble à la vivre. Et cette dimension du ensemble devant les limites de l'autre, c'est quelque chose qui est fécond. On le voit bien là, et il y a des bénévoles, il y a des professionnels, des personnes handicapées, et on sent une vie plutôt heureuse, alors même que le contexte est difficile. Donc, je crois que ça nous apprend que la limite n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la façon de la vivre ensemble. Si on est seul dans son coin, chacun à vivre les limites qui sont les nôtres, c'était un peu l'expérience qu'on a pu vivre parfois, on est souffrant. Et on l'a tous vécu, hein, d'une À manière ou d'une l'inverse, autre. si on est ensemble pour faire l'expérience de la limite, on s'aperçoit qu'on peut être dans une logique d'entraide, d'amitié, et qui fait qu'on se complète les uns les autres, qu'on s'ajoute les uns aux autres, et qu'il y a un surcroît de vie qui est donné. Donc la bonne nouvelle que nous disent ces personnes handicapées, c'est que la limite n'est pas le problème. Et je dis ça parce que c'est un enjeu majeur de notre monde d'aujourd'hui dont on parlera. La limite n'est pas le problème, c'est la façon de la vivre. Même si traverser cette limite sans les autres, isolé, comme on l'a vu avec cette personne qui, dit-elle, n'a pas vu sa famille depuis 8 mois. Absolument. Et ça, c'est une réalité. On a beaucoup, à juste titre, parlé des EHPAD et de la violence qu'on a fait aux personnes âgées dans les EHPAD en les empêchant d'avoir une vie sociale et voire toute vie sociale et toute vie familiale. Mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'établissements, ou dans la plupart des établissements de personnes handicapées, parce qu'ils étaient astreints aux mêmes règles et aux mêmes prudences qui sont peut-être fondées, mais sur lesquelles on n'a pas voulu, et on n'a pas voulu notamment évoluer suffisamment. Autant au premier confinement, très bien, on ne savait pas, il a fallu fermer tout. Mais la deuxième fois, à partir du mois de septembre, on avait suffisamment appris pour être capable de faire en sorte qu'il y ait une vie sociale possible. Or, on est resté dans cette même violence. Moi, j'appelle ça une violence qui fait que hier, j'avais une personne handicapée qui me disait depuis 1 an, j'ai pas vu ma famille. Depuis 1 an, voilà, parce qu'il était dans des conditions de protection extrême. Mais c'est terrible, ça. Et toujours pas vacciné parce qu'il n'était pas dans les prioritaires pour le vaccin par ailleurs. Donc, Et comment on vit sans avoir vu sa famille pendant 1 an ? Alors, on voit bien au grain de Dieu merci, il y a un environnement humain qui est apporté par les professionnels. D'ailleurs, j'étais assez touché, moi, un peu comme dans les EHPAD, par l'engagement. Souvent, pas toujours, hein, il y a des contre-exemples, mais quand même souvent des professionnels qui ont fait preuve d'ingéniosité, qui se sont engagés. J'avais vu un établissement où ils se sont confinés lors du premier confinement avec les personnes pour qu'il y ait cette dimension de vie sociale qui n'est pas ces ruptures douloureuses. Donc, il y a vraiment il y a eu beaucoup, je trouve, d'inventivité dans cette situation douloureuse. C'est pas pour autant qu'elle est acceptable, hein, mais il y a eu beaucoup d'inventivité de ceux qui étaient les proches. Et d'ailleurs, plus on donne de la responsabilité aux proches, plus ces proches sont créatifs pour faire face. Plus on pense par le haut, plus on est dans des règles et des procédures qui n'ont pas beaucoup de sens souvent. Regardez ce que dit le pape François. Une personne handicapée doit non seulement exister pour se construire, mais aussi appartenir à une communauté. Est-ce que ce n'est pas l'enjeu de ce qu'on vient de voir dans le reportage ? C'est l'enjeu de ce qu'on vient de voir, et c'est vraiment le fond du fond de ce que le CH essaye de faire. Parce que, effectivement, et d'ailleurs, c'est pas seulement une personne handicapée, vous, moi, pour exister, pour on se a tous construire, besoin d'une nous communauté. avons besoin d'une communauté. Sauf que pour la personne handicapée, c'est plus difficile. Et alors, la souffrance de beaucoup de personnes handicapées, c'est que le handicap est un facteur d'exclusion. C'est mystérieux, mais c'est souvent comme ça dans notre monde, qui est quand même un monde un peu dur, un peu performant, un peu compétitif, donc fragilité interdite. Et donc, le handicap, qui est une fragilité apparente, effectivement, est souvent mis sur le banc de la fragilité qui nous fait peur, on ne veut pas la voir. On ne veut pas la voir, et donc ils sont souvent en situation, effectivement, où ils sont en marge, on va dire comme ça. Alors plus ou moins, on a fait des progrès, il ne s'agit pas de noircir, mais quand même. Or précisément, plus on met les personnes handicapées au cœur de la communauté, plus notre communauté est une communauté heureuse dans laquelle on se construit, parce que de fait, elles nous apprennent quelque chose qui nous est commun à tous, c'est qu'ils n'ont pas le monopole de la fragilité, ils n'ont pas le monopole de la déficience. Nous en avons, vous en avez, et elles ne se voient pas toujours, et on a des talents assez grands pour les masquer à soi-même et aux autres, parce qu'on pense qu'elles nous rendent inestimables, alors même qu'elles ne peuvent pas les cacher, elles nous révèlent, nous apprennent à vivre avec nos fragilités, et ça nous fait du bien, parce qu'au fond, vous n'êtes pas moins aimable, parce que vous avez vos fragilités, David, pas plus que moi. Et pouvoir se les partager comme nous savons nous partager nos talents, mais ça nous fait un bien fou, ça fait des communautés vivantes et fécondes. Mais du coup, mettre la personne fragile, en tout cas la fragilité au cœur de la communauté, comme on pourrait le faire grâce aux personnes handicapées, qu'est-ce que ça change pour nous collectivement ? Ah ben, j'allais dire la fraternité, c'est une vertu républicaine, c'est une vertu chrétienne avant tout, mais la fraternité, c'est bien se reconnaître frères les uns des autres, tels que nous sommes, sans avoir, pas seulement parce que j'ai un gros portefeuille, un gros travail et je ne sais quelle apparence ou autre, je suis tel que je suis, et des personnes, comme on vient de voir au Grain de Blé, n'ont pas beaucoup de choses qui les mettent en avant aux yeux du monde, et pourtant elles ont cette richesse de susciter être amis les uns des autres tels que nous sommes. Et c'est ça qui nous libère de toutes ces pressions dans lesquelles on est aujourd'hui, de toujours plus, de toujours mieux, etc. Parce que nous pouvons être les uns les autres tels que nous sommes, et nous sommes beaux et estimables tels que nous sommes. Il n'y a rien de plus libérant. Très beau. Je suis d'accord. Je vous propose maintenant de rencontrer Claire. Vous avez parlé des bénévoles tout à l'heure et du personnel qui accompagne ces personnes handicapées, notamment dans ces structures sanitaires et en tout cas médicales. Claire, elle, est bénévole à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu à Paris. C'est un centre médico-social qui fonctionne comme une école ou un collège, mais en prenant en charge des enfants qui sont porteurs d'un handicap. Regardez, Claire a un très beau témoignage à nous livrer ce matin.
On est à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, c'est-à-dire au centre médico-social Le Courbe, qui fonctionne comme une école et un collège et qui prend en charge des enfants qui sont porteurs d'un handicap. Certains ont des difficultés pour s'exprimer, pour communiquer, pour parler, pour marcher, enfin c'est très variable. Bienvenue à Saint-Jean-de-Dieu. Calme-toi, calme-toi. Je m'appelle Claire, j'ai 2 enfants et je viens ici tous les 15 jours pour animer des séances d'éveil à la foi. Et je m'occupe plutôt d'enfants de l'âge du lycée en général. Vous le voyez où, Jésus, à votre avis? Et c'est probablement, sous certains aspects, plus difficile de s'occuper de ces enfants avec lesquels il faut forcément aller à l'essentiel. Il est beaucoup plus difficile de rentrer dans des débats, des discussions comme ce qu'on fait avec des lycéens. Ce qui frappe quand on vient ici, c'est, alors qu'évidemment le handicap est une épreuve, c'est la joie, la paix, le bonheur. Qui veut nous montrer ce qui s'est passé dans le jardin des Oliviers? Tu veux nous montrer? Ils ont une force intérieure qui est, je trouve, même assez frappante. C'est quand même assez merveilleux de voir ces enfants et de voir ce qu'ils dégagent, en fait. On ferme les yeux et on pense à la petite croix qu'on a dans la main. Ces enfants, leur vie a un sens, et le fait que leur vie a un sens malgré le handicap, ça permet de relativiser énormément de choses. Et alors en particulier dans cette période, par exemple, où on se pose des questions sanitaires, on s'interroge sur les risques qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Évidemment, ça n'enlève rien au fait qu'il faut agir dans un cadre sécurisé. Et puis, vous voyez, j'ai une blouse, un masque, etc. Mais au bout du compte, on se rend compte que la vie dépasse, va au-delà de tout ça, qu'il y a une espérance, une confiance à avoir dans la vie. C'est pas très Covid-friendly, mais ou un peu trop peut-être. Et ça fait du bien au moral. Au revoir Claire, à la prochaine fois. Au revoir Denis. Au revoir les enfants, à vendredi. Et voilà pour l'expérience de Claire. En quoi elle rejoint la vôtre, cette expérience? Sa joie. La joie des enfants et la sienne. On est toujours à regarder les personnes handicapées comme des personnes vers lesquelles on va se tourner pour donner. Et on vient pour donner, généralement. C'était ma première histoire. Moi, je suis venu pour donner et faire du bien. Et on s'aperçoit très vite, à l'expérience, qu'en fait, nous sommes nourris et éveillés à une joie insoupçonnée par des personnes dont la première image qu'on a, c'est que c'est triste. Bien sûr que le handicap, c'est triste. En rien, c'est une bonne chose. Mais les personnes handicapées, porteurs d'un handicap, ont une capacité de joie qui est insoupçonnée et insoupçonnable et qui nous dilate. On voit bien chez Claire quelque chose de l'ordre de cette dilatation du cœur. Elle le dit assez bien, avec son sourire. Donc voilà, je pense que c'est cette expérience qui est la nôtre, qui est la mienne personnellement d'ailleurs, mais c'est la défense la plus universelle que je souhaite à toute personne aujourd'hui, à tout jeune. C'est aller à la rencontre, dans cette rencontre d'amitié avec une personne fragile, une personne handicapée notamment, mais ça peut être d'autres. Vous ferez une expérience de joie qui changera votre vie, qui vous permettra d'orienter votre vie autrement. C'est le bien commun qui va en progresser. C'est votre moteur à vous, personnel, la joie. Ça fait 20 ans que vous êtes à l'OCH. Maintenant, vous avez travaillé à l'Arche, également la communauté de l'Arche. C'est pas anodin quand même comme engagement. Non, non, c'est pas anodin. Ceci dit, moi, je dis toujours, ça m'a été donné. Enfin, je n'ai jamais pensé que je serais dans ce monde-là. Je l'ai préparé pas. J'ai fait une école de commerce, moi. C'était pas fait pour ça. Oui, en effet. Mais la rencontre d'une personne m'a mis dans cette joie que Claire témoigne. Une personne qui pourtant était difficile. Hein. Elle était malade psychique. Elle avait une vie éprouvante. Mais elle m'a fait découvrir que la question que nous avons tous les uns les autres, c'est est-ce que je suis aimable tel que je suis? C'était la question de Pierre qui posait sans arrêt des gestes insupportables. Et il revenait toujours vers moi pour me dire, Philippe, tu m'aimes quand même. Et alors, bien sûr que la bonne réponse était oui. En fait, ce gars me mettait tout le temps en face de cette difficulté dans laquelle j'étais. Je ne pouvais pas l'aider à progresser. J'ai découvert qu'en fait, il ne demandait pas à ce que je l'aide à progresser, il demandait à ce que je l'aime. Et moi, j'avais la même attente. Moi, j'étais dans une stratégie de gagner, de réussir, etc. Mais en fait, j'avais besoin d'être aimé tel que je suis. Et je le disais tout à l'heure, quand on peut être dans cette liberté-là de nous considérer les uns les autres comme des êtres à part entière tels que nous sommes, mais c'est extrêmement libérant. Et du coup, on fait des vrais progrès. Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas en faire des progrès. Pierre en a fait, ces jeunes en font. Mais libéré de l'idée que c'est ça qui fera ma valeur. Donc prendre en compte le handicap dans une société, c'est prendre en compte l'amour, quelque part. C'est exactement ça. Et ce qui fait que quand j'entendais tout à l'heure ces enfants en catéchèse, vous savez, l'évangile, il est fait pour eux. Moi, je comprends l'évangile souvent en regardant des personnes handicapées entrer dans ce mystère de l'évangile, qui est quand même cette bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous des enfants bien-aimés de Dieu, tels que nous sommes. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma joie. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. C'est pas parce que vous êtes un bon journaliste ou que je suis un bon directeur de l'OCH. Nous sommes aimés tels que nous sommes. Et ces personnes, elles nous le révèlent. Et d'ailleurs, elles ont une capacité à nous donner leur amour tel que nous sommes. Elles s'en foutent de savoir que vous êtes journaliste ou que je suis directeur
faire je ne sais quoi. Est-ce que tu m'aimes? C'était la question de Pierre. Est-ce que tu m'aimes quand même? Est-ce que tu restes mon ami? Et nous avons tous la même question. Et quand nous pouvons être sur cette base-là, que nous sommes tous uniques et indispensables au corps, et que tout est unique, c'est Saint Paul qui dit unique et nécessaire au corps tel que nous sommes, c'est non seulement une liberté, mais c'est une énergie collective qui se développe pour un mieux vivre ensemble. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous pouvons vraiment être des frères et qui entrons dans cette espérance, le mot a été utilisé, cette espérance qui est la nôtre, que le mal n'aura pas le dernier mot, mais l'amour. Le mal n'aura pas le dernier mot, mais l'amour, c'est Saint Jean-Paul II qui l'a dit. Hein. Et comment les personnes qui accompagnent des personnes en situation de handicap, en gros, comment la famille, les proches de ces personnes handicapées, vivent-ils cette période sanitaire qui est compliquée aussi? Alors, je vais utiliser les mêmes mots, mais c'était un cataclysme pour eux. Très souvent, beaucoup de personnes, beaucoup de familles ont dû accueillir, et on l'ont fait volontairement souvent, leur enfant au premier confinement, parce que la fragilité était totale. Mais du coup, ils se sont trouvés non seulement papa, maman, mais aussi en même temps kinésithérapeutes, soignants. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour faire en sorte que tout ce qui s'est arrêté autour de leur enfant puisse continuer. Au prix d'un épuisement énorme. Je me souviens d'une maman de Marseille qui a écrit dans notre revue Ombre Lumière pour dire « Nous avons tenu. Elle en était fière. Et en même temps, elle a été épuisée parce que se tenir, c'est fait au prix de la bonne santé physique, psychique. Après, elle disait ce qui m'a le plus soutenu, c'est de voir mon enfant lui-même qui tenait. On l'a dit tout à l'heure, cette force, cette résilience dont se capable les personnes handicapées a été sa premier moteur pour elle, pour tenir comme maman. Mais c'était une épreuve terrible pour les familles aussi. Moi, je pense à un conjoint, une femme conjointe d'une personne malade psychique, voilà, cet homme malade psychique n'avait plus sa chorale, n'avait plus rien de tout ce qu'il faisait, c'est une vie extérieure, et il s'est trouvé à la maison avec sa femme, et elle disait, voilà, c'est tout ce vis-à-vis au quotidien, en 24 heures sur 24, était une épreuve terrible pour l'un et pour l'autre. Voilà, on a oublié toutes ces choses-là, on n'a pas voulu voir toutes ces choses-là, mais c'était extrêmement dur. C'est toujours extrêmement dur, parce qu'en fait, la vie n'a pas repris, les chorales n'ont toujours pas repris, ou elles se sont arrêtées, etc. Donc il faut savoir que ces familles portent lourd, et nous qui sommes parfois leurs voisins, allons frapper à la porte. Bah oui, alors comment on peut justement les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces familles, ces personnes handicapées, parce qu'on n'est pas forcément en lien direct? Est-ce qu'on peut les aider, tout simplement? Alors, première chose, dites-leur d'appeler l'OCH, il y a un service qui conseille, ou appelez vous-même l'OCH, qui saura vous conseiller pour faire ce qu'il faut faire. Mais il y a une chose qu'on peut toujours faire, c'est d'aller frapper à la porte en demandant comment ça va. Vous savez, le comment ça va, c'est une question, d'ailleurs qu'elle est posée avec cette bienveillance-là, qui libère, qui fait beaucoup de bien. Et dans le comment ça va, dans la réponse, il y aura parfois le petit service qui est très peu de choses, mais qui change tout. Et si nous savions tous un peu plus aller frapper à la porte de la personne âgée, de la famille, d'un enfant handicapé, etc., je pense que nous irions beaucoup mieux. Donc nous pouvons tous faire ça. Et par ailleurs, encore une fois, appelez le service écoute et conseil de l'OCH, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, et notre but, c'est d'aider à trouver ce chemin. Mais frapper à la porte, je trouve que c'est une image importante. Oui. Eh ben oui, alors absolument. Mais on frappe tellement peu. On me dit souvent, et on a raison, je ne suis pas compétent, ou je ne sais pas ce qui va se passer derrière cette porte. Et c'est vrai qu'on ne sait pas. Il faut oser. C'est l'aventure. Il faut oser. C'est l'aventure. Ouais. Et moi, je dis toujours, il vaut mieux prendre le risque d'être mal reçu une fois ou deux fois. Et ça peut arriver. Quelquefois, on est avec des gens qui peuvent être tellement blessés qu'ils peuvent mal accueillir votre proposition. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux prendre le risque de ça que celui de l'indifférence, qui est la plus grande blessure pour beaucoup. Donc, frapper à la porte, oser le petit bonjour, oser le petit geste qui paraît peu de choses, mais qui peut changer le quotidien de la personne. Et vous verrez que la joie sera partagée. Ça sera toujours une joie mutuelle. Le don des personnes fragiles, c'est de nous mettre dans la mutualité. Merci.